CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec nos deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien et formateur en informatique, qui nous offre gentiment une musique qui nous évite de payer les droits d'auteur. Ainsi, la chaîne peut avoir sa musique en générique. Ensuite, nous avons Pascal Cusson, qui est canadien et qui a pris en charge Facebook, puisque nous avons renouvelé la chaîne pour aller de l'avant. Donc Facebook, c'est lui qui s'en charge maintenant. Et moi, je reprends en charge le nouveau blog. Donc, je vous donne l'adresse à nouveau. C'est http://ceci info 91 tout attaché .canablog.com. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous. Je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, ça on le peut. Et ensemble, on ira loin. C'est Info 91. Merci de nous suivre. Salut. Aujourd'hui, Claude Cordelier nous offre un interview faite sur une station de radio, épisode 1. Bonsoir Claude. Bonsoir Caroline, ravi de vous avoir au téléphone. Ah écoutez, c'est un plaisir partagé, je suis ravie de vous accueillir. Écoutez, comme on parle en ce moment de la semaine de l'emploi des personnes handicapées... Oui, c'est la 22e édition de cette semaine européenne. Et moi, au contraire, j'ai travaillé énormément, j'ai travaillé pendant 33 ans. Oui. Entre-temps, j'ai perdu la vue à l'âge de 32 ans, mais je travaillais déjà dans le milieu ordinaire. D'accord. Voilà, donc ça a été difficile parce qu'entre le fait de voir un petit peu, parce que j'ai été opéré à l'âge de 5 mois d'un glaucome congénital, donc à la suite de ça, j'ai cherché à travailler et je me suis retrouvé jamais au chômage, j'ai jamais été au chômage en fait. Oui, même si déjà vous aviez une mauvaise vision. Oui, je me suis débrouillé par moi-même. J'ai été un peu autodidacte et disons que j'ai appris à circuler avec une canne blanche sans passer par des institutions. Bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas été simple, mais je suis quelqu'un de très volontaire et j'ai beaucoup de volonté. Donc, j'ai eu beaucoup d'épreuves de santé. J'ai été opéré à plusieurs reprises. Je m'en suis toujours sorti. À 32 ans, j'ai perdu la vue. Oui. Et j'ai fait une énorme dépression. Et puis, ma foi, je m'en suis sorti par moi-même, sans passer par des intermédiaires, parce que je pensais que j'avais à choisir entre disparaître ou vivre. Et j'ai choisi de vivre. Donc, à la suite de ça, j'ai commencé à travailler en tant que malvoyant en 79. J'avais 22 ans. Donc, j'ai fait plusieurs emplois. J'ai travaillé dans le privé. J'ai travaillé après dans la fonction publique parce que je souhaitais passer des concours afin d'avoir une situation stable, pour avoir une situation stable. Bien sûr, Donc j'ai travaillé pour le ministère de la Défense, j'ai travaillé pour la DDE, j'ai travaillé donc dans une préfecture parce qu'ils n'avaient pas de poste à me donner à l'époque. Et puis avec les nouvelles lois, on est obligé de retourner dans son administration d'origine. Et puis il faut dire que j'ai eu beaucoup de difficultés. On m'a fait beaucoup de misère au travail. Oui, j'allais vous demander justement parce que on se dit au départ vous avez trouvé votre place, bien intégré, mais ça n'a pas été si simple. Non, des difficultés à quel niveau alors? Disons qu'on m'acceptait difficilement, quoi. On pensait que de toute façon à l'époque où j'ai commencé que en fait un handicapé il aurait été mieux de rester chez lui, quoi. Plutôt que de travailler. Mais moi c'était pas du tout ma conception. Ma conception de toute façon c'était d'intégrer la société, de travailler comme un citoyen normal et j'ai eu beaucoup de problèmes vers la fin puisque j'avais un poste adapté qui marchait très mal
Et heureusement, j'étais syndiqué. Grâce au syndicat, j'ai fait valoir mes droits. Oui. Parce que j'avais un chef qui m'a harcelé, qui m'a même enlevé du matériel parce que voilà, il est venu dans mon bureau à plusieurs reprises me harceler. Et finalement, étant syndiqué et que j'ai fait venir dans mon bureau l'assistante sociale et la responsable du syndicat, oui. qui m'ont défendu, et j'ai prouvé que j'étais de bonne foi. Et en fait, mon chef a été déplacé d'ailleurs à la suite de ça. Donc c'est rare, hein, parce que oui. ça, chapeau, vous êtes bien battu, parce que c'est difficile de prouver le harcèlement dans le moral, dans le cadre du travail. Oui, là j'ai fait le nécessaire pour. Vous êtes sacrément combatif, hein. Écoutez, il faut dans la vie. De toute façon, moi je dis le handicap, c'est pas une finalité. On peut faire des tas de choses. Moi, dans la vie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait au niveau du sport, j'ai créé une association pour l'accessibilité des personnes handicapées, parce que j'habitais la Seine-Saint-Denis, donc j'ai rencontré des maires. Je leur ai demandé qu'ils fassent quelque chose parce qu'il n'y avait pas de feu adapté, il y avait plein de choses. Il y avait encore, c'était à l'état désertique dans certaines villes comme Saint-Denis, qui est une ville qui est une grande ville, mais il n'y avait rien pour les personnes non-voyantes. C'était à quel moment ça? C'était à quelle époque Au début des années 2000. Ah, pourtant, c'est pas si vieux. Oui, mais pourtant, moi, Seine-Saint-Denis, vous voyez, j'ai eu des réussites malgré tout. J'ai été satisfait quand même d'imposer un petit peu le fait de mettre des feux sonores. Dans ma ville, parce que j'habitais à Noisy-le-Grand, donc dans ma ville, il n'y en avait pas. Et j'ai rencontré le maire, j'ai discuté avec lui, et pourtant, il n'était pas très favorable aux personnes handicapées, parce qu'il m'a fait des réflexions qui étaient très désobligeantes. Le maire Le maire, oui. Et finalement, moi, je me suis pas démonté. Je lui ai dit que de toute façon, les personnes handicapées, c'est tous les jours qui ont des problèmes. Et j'ai dit, les gens en fauteuil, ils ont tous les jours des problèmes. Les trottoirs sont pas accessibles. Je parlais pas au nom des personnes déficientes visuelles, je parlais au nom des personnes handicapées. Non, c'est ça qui est formidable. Oui, vous ne parliez pas que pour vous, ceux qui étaient touchés. On est tous dans la même barque. Bon, on a des handicaps différents. C'est vrai qu'un handicapé visuel par rapport à une personne qui est en fauteuil, il n'a pas les mêmes problématiques, bien sûr. Lui, c'est plutôt des problèmes d'accessibilité. Nous, c'est le problème d'avoir avoir des choses sonores pour pouvoir, par exemple, les feux sonores, nous indiquer si on doit traverser ou pas traverser. Et oui, dans un monde où tout est visuel et de plus en plus. Voilà, c'est ça, tout est visuel. Donc le handicap est différent, les sourds c'est encore autre chose. Mais enfin on est tous dans la même barque et moi j'ai toujours considéré que de toute façon s'unir entre nous, ce qui est malheureux c'est que les associations s'entendent pas suffisamment. Ah bon? Non, parce que chacun vit un petit peu pour sa paroisse quoi. Donc le problème est là, mais moi j'ai toujours prêché l'union parce que c'est en étant en nombre qu'on peut disons réclamer des choses. Il faudrait même que les valides, et d'ailleurs beaucoup de personnes dites valides sont présentes auprès des associations, parce que ça ne concerne pas que les personnes handicapées. Non, bien sûr, Caroline, alors là je suis tout à fait d'accord, parce que de toute façon, l'accessibilité, contrairement à ce que peuvent croire certaines personnes, elle est valable pour tout le monde, parce qu'un jour on vieillit. Oui, et quand on vieillit, on a besoin d'accessibilité. Oui. Il y a même des femmes qui ont des enfants, qui ont des difficultés pour circuler sur les trottoirs, parce que voilà, donc il faut... C'est juste. Il y a plein de choses comme ça. C'est juste, et vous avez raison, parce que dans une ville comme Paris, par exemple, où tout va tellement vite, il y a tellement de mouvements, une personne âgée, je trouve que c'est très agressif, quoi. Elle se sent forcément bousculée. Bien sûr, moi j'ai de l'expérience là-dessus. J'avais mon chien guide parce que là je viens de perdre le mien et la mienne, et je suis vraiment très très désolé. Là récemment, vous venez? Oui, il y a 4 mois. Oh là là, oui. Il y a 4 mois, et ce bête, on fusionnait vraiment beaucoup, et on sait plus tout de suite, quoi. C'est vrai, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur réciproque. Et c'est pour ça que ça a été dur. Et vous voyez, dans Paris, je circulais énormément puisque j'avais 2h30 pour me rendre à mon travail. Oh là là, c'est énorme. Je traversais Paris, je prenais le RER, je descendais à Châtelet. À Châtelet, je reprenais un autre RER et je reprenais le métro pour me rendre à mon travail. Mais vous aviez 5 heures alors par jour de transport? Non, de 2h30 par jour. Ah oui, 2h30, d'accord. Non, pas 5 heures quand même. Là, je me disais, franchement, vous méritez... Non, que je couche au travail, carrément. Oui, ça c'est clair.
Non, mais enfin bon, j'allais, je circulais beaucoup. Oui. Les gens, souvent, vous faisaient de réflexion. Qu'est-ce que vous faites dans le RER à ce temps-là? Ben, je leur disais, moi, je suis comme vous, je vais travailler. C'est ben, dingue, mais c'est quand même dingue de poser ce genre de questions. De quoi ils se mêlent? Et il y a des gens qui me disaient, attends, vous attendrez le prochain, et tout ça. J'ai dit, à ce moment-là, vous avez qu'à rester, moi je vais monter dans le RER. Ah non, mais j'avais toujours des réparties, parce que les gens m'agaçaient. Oui, c'est ça, je trouve d'où vient cette énergie, ce répondant, cette force finalement. Écoutez, ça vient de l'expérience de la vie, quoi, de toutes les difficultés que j'ai eues. Oui, mais déjà, vous dites, puisque bébé, on vous a opéré. Vous dites, vous aviez 5 mois d'un glaucome. J'ai su que j'étais le premier opéré infantile du glaucome congénital. Ah, en ouais, France. D'accord. Ouais. Mais bon. Oui, mais vous dites, vous n'avez pas été dans une institution, vous avez tout de suite voulu. Si, j'ai fait une rééducation, j'ai été à l'association Valentin, oui. D'accord. Oui, j'ai fait une rééducation, et puis après j'ai travaillé dans le milieu ordinaire. C'est ça, vous avez tout de suite intégré le milieu dit ordinaire. J'ai toujours intégré. Et de toute façon, je pense que c'est la solution. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont difficilement rééducables, mais la solution, c'est de vivre dans un milieu ordinaire. Il ne faut pas créer des ghettos aussi bien des personnes handicapées que des personnes âgées, etc. Il faut, pour qu'on banalise le handicap, il faut qu'on vive dans le milieu ordinaire. Les gens nous voyant tous les jours, ils s'apercevront pas que... On ne voit plus finalement le handicap, on voit la personne. On voit le collègue. Chez moi, j'ai des amis, au bout d'un moment, ils ne se rendent même pas compte. Je vais en vacances. En vacances parce que je suis toujours accompagné, j'ai été pas mal à l'étranger, j'ai pris l'avion pas mal de fois, j'ai été accompagné, et je me trouve parmi des gens, des fois on se retrouve à plusieurs comme ça, et le handicap il a disparu. Et en plus, je m'intègre parce que je fais des activités, j'essaie de faire le maximum d'activités avec les voyants. Oui, c'est ça. Vous me parliez d'ailleurs de sport. Vous avez en Seine-Saint-Denis essayé de développer cette accessibilité. Vous pratiquez vous-même des sports J'ai plus maintenant parce que j'ai 68 ans. Oui, mais ça se pourrait encore. Mais disons que j'ai commencé à faire du ski, j'avais 46 ans. Ah bon? Oui. Alors déjà même en voyant, c'est une sacrée performance parce que. Oh, vous savez. C'est une question de volonté. Ma femme, qui était non-voyante aussi, a arrêté tout de suite parce qu'elle tombait beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de rester sur mes spatules, donc ça m'a encouragé à continuer à faire du ski. Mais alors moi, pardonnez ma question qui est peut-être complètement stupide, mais quand on est déjà, parfois c'est un peu flippant quand on voit et qu'on est en haut d'une piste et qu'on se dit j'y vais pas, ça déboule de tous les côtés. Quand on ne voit pas, comment on se lance? Disons qu'il faut être accompagné quand même, parce que moi j'avais un guide quand même. Oui, il faut lui faire sacrément confiance, parce que vous savez, il y a des gens qui sont imprudents, qui prennent la piste en sens contraire, qui vous font face. Donc elle pallie à toutes ces choses-là. Et puis elle m'explique parfois quelles sont les difficultés, les bosses et tout ça en faisant du ski. Quoique des fois elle oubliait. Une fois elle a oublié parce que il y avait une bosse et puis je suis parti en l'air forcément. Je suis retombé sur les fesses. J'ai dit t'exagères, t'aurais dû me le dire. Non, mais je l'ai pris à la plaisanterie. Oui, je vois ça. Oui, il y avait rien eu, il y avait pas eu trop de casse, donc ça allait. Il y a pas eu de casse, non, mais déjà ça dénote quand même un sacré tempérament, parce que se mettre comme ça, débuter un sport, le ski à 46 ans, généralement après la peur prend le dessus et puis on est moins souple, donc vous êtes volontaire. J'ai pas eu peur, j'ai jamais peur, j'ai jamais eu peur, j'ai toujours été de l'avant. C'est ça qui m'a sauvé parce que ça vient de ça vient de votre personnalité, mais l'éducation aussi peut-être qu'on vous a donné. Non, pas du tout, parce que mes parents, j'ai pas eu vraiment une vie de famille. Mes parents étant commerçants, ils s'occupaient pas beaucoup de moi. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.